Eh bien, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour notre session MegaWen VIS autour de l'usage du Color Space A6 dans la post-production. Donc, la VIS est heureuse d'apporter sa petite pierre sur le sujet. Le color management a toujours été un sujet compliqué dans notre milieu et des religions se sont créées parfois sur des bases théoriques un peu exotiques. Il y a quelques années, l'Academy of Motion Picture Art and Science a décidé de s'emparer du sujet et de proposer un workflow unifié sur toute la chaîne, du tournage au master final, The Academy Color Encoding System, qu'on connaît sous le nom de ACES. Beau projet, mais il n'est pas facile de bouger une industrie aussi diverse que la nôtre. En tant que représentant de la VIS, donc de tous les artistes, graphistes qui se retrouvent confrontés au quotidien à la création d'images encore plus complexes, dans un planning de plus en plus condensé, je suis ravi de prendre de notre part et répandre la bonne parole, les bonnes pratiques autour de l'X6. Pour cela, quoi de mieux que de rassembler au cours de ce webinaire 3 personnes qui m'ont impressionné par leur connaissance du sujet, tout en ayant un background différent et complémentaire. Donc, on a Cédric Lejeune, qui aura la lourde tâche d'aborder la partie théorique du sujet, de ce qu'est la couleur, de qu'est-ce que c'est qu'un white gamut, de qu'est-ce que c'est que l'X6. Cédric est le fondateur de Workflower, une compagnie qui met en place des workflows couleurs ou respectueux de l'environnement. Il assure aussi des formations sur le sujet. Cédric a débuté sa carrière en tant que smoke artiste avant de basculer dans les méandres de la matrix couleur. Il est l'inventeur d'Eclair Color et par ce biais, il a mis en place des systèmes de projection HDR à travers le monde. On a aussi Harry Bardak. Harry est un CG artiste et un VFX superviseur. J'ai eu la chance de rencontrer Harry à Micros où nous avons fait un tournage mémorable pour Perrier à Athènes. À ce moment-là, autour d'un whisky, Harry m'a émerveillé par sa connaissance éclairée du workflow 3D. On a eu des discussions improbables sur la luminosité du soleil par rapport à celle d'une feuille de papier. Harry a passé de nombreuses années à Framestore. Il a été notamment responsable de séquences sur Gravity, CJ Sub sur Thor Ragnarok ou Guardian of the Galaxy 2, entre autres. Et maintenant, il est rentré à la maison et il est ravi de venir partager avec nous ses connaissances. Et pour finir, nous avons Alexis Oblet. Pareil, j'ai rencontré Alexis à Micros où il assurait la charge de Head of TD et de la mise en place du workflow couleur et 2D, entre autres. J'ai été impressionné par sa maîtrise naturelle de ces sujets complexes et sa facilité à proposer des outils adaptés à nous, pauvres graphistes, qui peuvent vite être perdus dans les méandres de la technique. Alexis est depuis peu le CTO à The Yard. Alexis nous parlera de l'implémentation de ces outils dans notre pipeline. Nous vous proposons donc de nous suivre dans cette aventure en 2 chapitres. Le premier, ce soir, plus théorique, pour aborder les fondamentaux et les prérequis du sujet. Nous garderons un temps de questions-réponses à la fin de cette heure. Puis, on fera une autre session la semaine prochaine, plus ouverte, où nous parlerons plus de nos expériences heureuses ou malheureuses dans ce nouveau monde étendu. Les micros de tous pourront être ouverts et je serai ravi d'entendre votre point de vue, votre approbation ou opposition, voire même vos inquiétudes. Donc voilà, tenez-vous prêts, le sujet est dense, le sujet est riche, on croit savoir et dès qu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que ça fait 20 ans ou 30 pour moi qu'on ne sait rien. C'est un peu la beauté de notre métier. Allez, à toi Cédric, maintenant je me tais. Alors on y va, on va aujourd'hui parler de l'utilisation d'ACES en effets spéciaux. Alors ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est qu'est-ce donc ACES et d'où ça vient. On va parler aussi un peu de color management et de redéfinir un petit peu quelques bases théoriques. On ne va pas faire un cours de théorie parce que c'est quand même un peu long, surtout en si peu de temps, mais on va essayer d'amener quelques concepts principaux, ce que ça nous amène et ce que ça demande pour le mettre en place. La prochaine fois, on ira dans des choses un petit peu plus en profondeur. On verra les configurations avancées, comment le futur de l'ACES qui est en train de se préparer en ce moment même. On va commencer par un petit peu de définition, même si c'est un petit peu scolaire, c'est important de repartir sur les fondamentaux. Alors justement, Harry et Franck ont discuté de la luminosité du soleil par rapport à une feuille blanche. Et bien justement, c'est ça qu'on essaye d'encoder. Alors si on part du noir et blanc, la plage dynamique justement,
On va pouvoir la mesurer avec des unités comme le candela par mètre carré, le foot-Lambert. Le candela par mètre carré, vous l'entendez en ce moment quand vous parlez de HDR, on va vous parler de nits. En fait, c'est la même valeur. Et après, on a des notions aussi en diaph qui, là, correspondent plus à des problématiques d'exposition et donc en photographie. Donc, toutes ces choses-là vous donnent quelques valeurs références. Et c'est essentiellement de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais on va en parler pas seulement en noir et blanc, on va en parler en couleur. Alors, une fois qu'on a justement bien compris ce qu'on mesurait, il va falloir l'encoder. L'encoder, ça va se faire avec une fonction de transfert. La fonction de transfert, c'est soit une fonction optico-électrique, donc OETF, Optical Electrical Transfer Function, soit l'inverse, une fonction qui va transformer le signal électrique en signal optique. Alors ça, c'est une fonction très connue, c'est la fonction gamma, c'est une fonction puissance, hein, vraiment quelque chose de très simple. Et on voit que la combinaison de la fonction d'encodage avec la fonction de décodage nous donne une restitution linéaire de ce qu'on avait capturé, ce qui est ce qu'on veut. Ce qu'on veut regarder sur sa télé, c'est ce que la caméra a enregistré. Par contre, là où déjà il y a un niveau de confusion, c'est que même si la restitution semble linéaire, en pratique, l'encodage ne l'est pas. Et ça a été un vrai sujet par rapport même à notre vocabulaire de tous les jours. Quand on dit linéaire, parfois, il faut se méfier un petit peu. Un autre concept très important, c'est cette notion de gamut. Le gamut, c'est les couleurs que l'on veut représenter. Alors, une couleur dans le sens de la chromaticité. Donc, la chromaticité, c'est une notion assez proche de la saturation. En gros, c'est toutes les couleurs que l'œil, enfin pas seulement l'œil, parce que le système visuel humain, c'est pas seulement des yeux, c'est tout un cerveau qu'il y a derrière, pour ceux qui ont de la chance. Et donc, on va avoir cette planche à voile que vous voyez peut-être de temps en temps quand vous voulez acheter un nouveau projecteur ou une nouvelle télé ou un moniteur, qui va vous donner sur les bords de la planche à voile les valeurs monochromatiques. Par exemple, 550, c'est la longueur d'onde d'un laser qui ne fait qu'une seule couleur, donc avec une saturation pure. Et comme vous pouvez le voir, les violets n'ont pas de longueur d'onde. En fait, ce sont des valeurs magiques, puisqu'elles n'existent pas. C'est seulement le cerveau qui fait le boulot. Et donc, à partir de ça, on définit la chromaticité du rouge, du vert, du bleu et du point lent. Donc ça, ce sont des paramètres qui sont super importants parce que tout ce qui est calibration, tout ça, ça va être basé sur ces valeurs. Alors, ces valeurs, la manière dont on les a extraites à l'époque, c'est 7 bonhommes entre 20 et 30 ans, blancs, qui regardaient dans un tuyau. De ce tuyau, ils avaient des petits boutons pour faire rouge, vert, bleu. Et à partir des longueurs d'onde des rouges, verts, bleus avec lesquels ils jouaient, en 1931, avec la technologie qu'on avait à l'époque, on a déterminé statistiquement, en gros, quelle couleur on voyait. Et c'est grâce à ça, cette expérience dite CIE, Commission internationale de l'éclairage en français dans le texte, qu'on a sorti toutes les bases de la colorimétrie qu'on utilise aujourd'hui. Alors malheureusement, les limitations de l'époque, pas seulement des bonhommes, mais aussi de la technologie, font qu'aujourd'hui, quand on travaille avec des lasers ou des nouvelles technologies, les modèles mathématiques peuvent être un petit peu faibles. Donc là, on parle de répartition spectrale et de sensibilité spectrale. Un autre paramètre important dont vous entendez probablement parler régulièrement si vous faites du rendu 3D, et vous allez en entendre parler ce soir parce qu'il y en a dans l'ACES, ce n'est pas les noisettes, c'est le tone mapping. Le tone mapping, c'est un sujet qui correspond à comment on va traiter les hautes lumières et certaines couleurs. Donc là, il y a des algorithmes où on va choisir comment on fait un roll-off un petit peu doux, comment on va remapper certaines couleurs pour que ça soit naturel. Il y a plein de façons différentes de le faire. Et justement, l'enjeu qu'on va traiter aujourd'hui, c'est comment on essaye de le faire tous pareil. Le volume couleur, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, la planche à voile, en fait, c'est un écrasement des couleurs, puisque derrière, il y a une notion importante qui est la luminosité. Alors, ce petit schéma qui vous représente ce que vous avez en SDR, ce qu'on appelle le BT709, ITE BT709 ou REC 709, qu'on appelle souvent comme ça, REC 709, c'est le volume de couleur avec un blanc donc à 100 nits ou 100 candela par mètre carré. Et donc, on voit que l'ensemble des couleurs qui peut être représenté par rapport à ce qui peut être représenté par un système qui serait compatible avec une restitution à 10 000 nits. Alors 10 000 nits, c'est des prototypes. Aujourd'hui, c'est pas disponible dans le commerce. Les télés les plus puissantes, elles montent à peu près à 2000 nits. Et pareil, pour la restitution des chromaticités du BT2020, le BT2020, c'est des chromaticités laser monochromatiques. Donc ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose que vous pourrez trouver dans le commerce, mais on ne sait jamais. Ça viendra peut-être avec les télés à laser en particulier.
Nous y voilà. D'où vient l'ACES? Ah non, j'ai oublié la lutte, parce que encore, il fallait que je puisse faire ma grosse blague, c'est la lutte finale. Donc, celle-là, on ne peut pas y couper, évidemment, en France. Je ne peux pas la faire dans les autres pays, donc j'en profite. La lutte, ce petit tableau de chiffres qui longtemps resta un grand mystère et qui l'est encore probablement pour la plupart des gens qui ne travaillent pas tous les jours dessus. Puisque pendant un moment, ça faisait partie de ces choses que seuls quelques perfouras dans des laboratoires avec des tireuses et des choses comme ça étaient capables de générer. En fait, c'est simplement un petit tableau de chiffres. On peut faire des courbes, tout ça, on peut faire des cubes, on peut faire des choses, plein de choses rigolotes avec ça. En gros, le principe, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a une valeur d'entrée, on a une valeur de sortie, et la valeur d'entrée et la valeur de sortie, on les met dans un tableau Excel. Et on demande à la carte graphique ou au logiciel de faire la correspondance entre la valeur d'entrée et la valeur de sortie. Donc, lookup, ça veut dire je regarde, et table, c'est le tableau. Donc, pas des choses incroyablement complexes, on va dire intellectuellement. Par contre, mathématiquement, ça peut être des choses, par exemple, quand on doit représenter la fonction complexe d'une sortie film, ça peut être quelque chose d'assez difficile à faire. Donc, derrière nous, d'où vient l'ACES? En fait, l'ACES, il vient surtout d'une problématique de color management, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est avoir une couleur dont la perception est cohérente sur l'ensemble de la chaîne. Ensemble de la chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre les différents softs, entre les différents départements, entre les différents écrans, même si, là je le précise, c'est un point très important, la partie calibration ne fait absolument pas partie du scope de l'ACES. Donc, même si vous mettez en place un workflow ACES, cela ne vous dispense pas, vilain petit gardement, de calibrer vos écrans, puisque c'est ça qui va faire à la fin le dernier mètre qui peut finir dans le fossé si ce n'est pas bien fait. Donc, on va travailler sur tout ce qui avance, s'assurer que ce qui va jusqu'à l'écran, c'est bien configuré. Et justement, on va commencer par un petit récapitulatif des workflows couleurs qu'on a utilisés dans l'histoire. En tout cas dans l'histoire de la vidéo, parce qu'il y a eu le film avant, et là il y a plein de choses passionnantes sur les workflows films, mais il faut aimer la chimie. Donc le premier workflow vidéo, c'était le workflow tout simple, c'est what you see is what you get, c'est-à-dire qu'on branche sa sortie analogique puis SDI dans un écran qu'on veut calibrer. Et là c'est tout simple parce que ce qu'on voit, c'est ce qu'on obtient à la sortie. Donc là, du coup, c'est tout simple, il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir. Par contre, les blancs, ils sont clippés, on ne peut pas avoir de valeur plus blanc que blanc. Les fonctions logiques du comp et tout ça, elles aussi, elles fonctionnent comme elles peuvent. Et quand on est dans un workflow où il faut interagir avec des systèmes, par exemple du rendu 3D ou faire des entrées-sorties film, ce n'est pas forcément très rigolo. Donc, l'avantage, c'est que c'est simple, l'inconvénient, c'est quand même très limité. Du côté film, Cinéon, justement, Kodak, à l'époque, avait développé le workflow Cinéon, qu'on a généralisé en appelant log. Là, le gros avantage, c'est que ce système-là permet, avec une relation directe entre la densité du film et la valeur qu'il y a dans le fichier, d'encoder l'intégralité. Alors l'intégralité, bon, c'est presque, on va dire, ça dépend du niveau de précision qu'on demande. Mais en tout cas, globalement, on se retrouve avec la capacité de vraiment capturer ce qu'il y a sur le film, de la précision, la possibilité de vraiment manipuler l'intégralité du signal, c'est-à-dire pas les problématiques qu'on avait en vidéo, et derrière, la possibilité de faire un travail beaucoup plus fin, en particulier sur la chaîne Cinéon, le logiciel qu'ils avaient développé à l'époque. Alors par contre, on rentre dans la logique du what you see is not what you get, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des buts dont on parlait tout à l'heure, il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre comment un laboratoire fait sa sortie, il faut stabiliser sa sortie, c'est des choses qui sont assez compliquées, donc c'est pour ça qu'on a des gens qui travaillaient beaucoup sur ce sujet-là, c'était quelque chose d'assez complexe, ils faisaient un petit peu aussi des problématiques on va dire, de confidentialité, les gens ne voulaient pas partager les luttes et tout ça, c'était un truc un petit peu difficile à manipuler, ne serait-ce que pour acquérir la connaissance nécessaire. Et un des problèmes aussi, des side effects qu'il y a eu avec le log, c'est qu'on a appelé la vidéo linéaire, alors que la vidéo, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est absolument pas linéaire. En tout cas, c'est pas encodé de manière linéaire. Donc ça a créé beaucoup de confusion, et je remercie tous les gens confus qui m'ont apporté du business à l'époque.
Derrière, il y a eu le vrai linéaire. Là, le vrai linéaire, c'était compliqué parce que justement, on faisait du vrai linéaire, alors que donc ça veut dire qu'il y avait du faux linéaire, très, très, très confusant pour la plupart des gens. Et ça venait avec une autre notion qui était la notion de floating point. Le floating point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'encoder des valeurs entières, on va encoder des valeurs avec des virgules, c'est-à-dire qu'on va avoir la notion du blanc qui va être à 1, et puis on va être capable de dire, bah tiens, moi, je veux un super blanc qui monte plus haut que 1. Et ça va être super important. Par exemple, si vous regardez sur cette image les réflexions, les transparences, derrière, bah, vous pouvez récupérer, quand vous allez faire du comp, comme justement, vous avez des valeurs supérieures à 1, bah, les opérateurs logiques vont fonctionner correctement. Et comme en plus, vous êtes en vrai linéaire, les opérations logiques aussi vont s'appliquer correctement. Il n'y aura pas besoin de retirer et d'appliquer des gammas. Donc ça, c'est aussi un paramètre important parce qu'en termes de vitesse de calcul, un gamma, comme c'est une fonction puissance, vous savez peut-être que les fonctions puissance, ça bouffe du CPU, bah, du coup on fait sauter tout ça, et donc on gagne en performance. Donc ça c'est assez intéressant. Par contre, au niveau des points négatifs, bah, ça veut dire que potentiellement on peut avoir des valeurs négatives, donc ça on ne sait pas trop quoi faire avec, en général on les clampe, mais ça peut être problématique. Et une fois qu'on a commencé à travailler avec des caméras numériques et des systèmes, par exemple les rendus spectraux, qui calculaient potentiellement des valeurs qui étaient en dehors du sRGB, et bien là on a un problème. Donc il y avait cette notion de scene referred dont on pourra éventuellement parler. En pratique, quand on est sur un workflow en ce qu'on appelle linéaire sRGB, c'est que d'un côté, on a un encodage linéaire qui est scene referred, et de l'autre côté, on a l'encodage des primaires qui, lui, est basé sur l'écran. Donc, c'est un truc qui est un petit peu entre les deux, mais à l'époque, c'était nouveau. Donc après, à partir de ça, on a commencé à développer des pipelines propriétaires, avec justement, comme on a vu tout à l'heure, une meilleure gestion des primaires et du gamut, pour intégrer une vraie logique scene referred, c'est-à-dire là, on récupère toutes les informations qui viennent du tournage, donc ce qu'il y a avant la caméra, et derrière, se poser la bonne... faire un bon gestion de ce gamut, c'est-à-dire toutes les couleurs qui sont à l'extérieur, pouvoir les remettre avec des méthodes de tone mapping. Le problème, c'est que chaque studio avait un petit peu sa façon à lui de faire ça, pour ceux qui savaient le faire. Il y en avait plein qui ne savaient pas le faire, donc pour eux, c'était compliqué aussi. Donc derrière, se sont développés des workflows propriétaires aussi bien du côté des studios de CG qu'au niveau des fabricants de caméras. Donc quand il fallait commencer à mélanger plusieurs caméras avec plusieurs studios de CG, c'était un enfer. Et du coup arrive Aces, qui, tel un super-héros hollywoodien, et puisque justement ça vient d'Hollywood, arrive et se dit, en fait, on va essayer de faire un truc qui marche bien pour tout le monde, qui soit standard, qui soit ouvert. Alors pour les studios, il y avait une logique économique qui était de se dire qu'ils étaient moins dépendants d'un prestataire, qu'entre les prestataires aussi, les échanges passeraient beaucoup moins de temps, quand ça ne devait pas être centralisé par un laboratoire, puisque tout le monde pouvait avoir ces mêmes outils. Et là où c'est super intéressant, c'est que justement, ce n'est pas seulement un espace couleur, ce n'est pas seulement une courbe, là c'est vraiment tout un ensemble d'outils. Open source, ça c'est super important parce que derrière on peut faire les implémentations, comme c'est open source, on peut les vérifier, on a des implémentations de référence, donc on sait exactement le résultat qu'on doit obtenir dans ce logiciel. L'inconvénient, c'est que derrière c'est un petit peu technique, ça oblige un petit peu les gens à comprendre ce qu'on s'est dit juste avant, c'est-à-dire tous ces concepts, puisque avant, on va dire que surtout ceux qui doivent être un petit peu autonomes, c'est-à-dire quand on se retrouve étalonneur dans un studio et qu'on n'a pas un color science pour tout configurer, ça demande quand même un certain engagement dans cette partie technique. Un autre inconvénient sur lequel il y a du travail en ce moment, c'est le look qui vient avec Aces est un peu fort, et que comme c'est techniquement un petit peu compliqué, désactiver ce look, ce n'est pas exactement chose facile. Donc, comme je disais, c'est un ensemble d'outils. Cet ensemble d'outils reprend donc des fonctions de transfert. Donc, vous entendrez aussi cette notion d'IDT, donc Input Device Transfer. Ça, c'est ce qui va permettre de prendre l'espace colorimétrique d'une caméra, d'un scanner, d'un système de rendu et de le faire entrer dans l'espace colorimétrique ACES. Alors, l'espace colorimétrique ACES, pour le coup,
Il n'y en a pas qu'un, parce qu'encore une fois, c'est un ensemble d'outils. Il y a 2 gamut, il y a 3 fonctions de transfert. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qu'on fait, on a besoin de choses différentes. Donc tout ça a été standardisé. Pareil au niveau des transferts de fichiers, on a la possibilité, entre les étapes de post-prod, de s'échanger des fichiers EXR ACES. Donc ça, c'est écrit comme un standard SMPTE. Donc c'est pareil, on sait exactement comment les traiter, les ouvrir, les sauver, les écrire. Pareil pour le standard IMF pour faire les archives avec l'application 5. Donc, tous ces paramètres-là sont des paramètres qui sont assez importants parce que, encore une fois, l'avantage, c'est que quand on va passer d'une machine à l'autre, on va être sûr d'avoir exactement le même résultat. Et un paramètre qui est super important aussi, c'est que derrière, il y a toute une fonction au niveau des sorties, donc avec les Output Device Transform. Donc, cette notion d'adapter de manière standard la sortie du travail ACES vers différents devices. C'est-à-dire quand on va faire sa sortie cinéma, quand on va faire sa sortie HDR vidéo, sa sortie HDR cinéma, sa sortie SDR vidéo, sa sortie pour le web, en fait, on va avoir des fonctions qui vont faire le gros du travail. Alors évidemment, ça ne fera pas tout parce que les conditions d'éclairage ne sont pas les mêmes, même si elles sont quand même un peu prises en compte dans la transformation. On a aussi des écrans qui sont de tailles différentes, donc en fait, il y a derrière des problématiques perceptuelles qui sont au-delà du simple color matching. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça fait une grosse partie du boulot. Et donc, évidemment, ça va nous faire gagner du temps dans le pipe de mastering, et le temps, c'est de l'argent. Voilà, donc au niveau des espaces couleurs, comme je décrivais avant, il y a 3 solutions avec l'ACES. Donc il y a ce qui est enregistré dans les fichiers UXR, c'est ce qu'on appelle de l'AP0 au niveau des primaires. Donc l'AP0, c'est le très grand triangle, celui qui prend l'intégralité de la planche à voile. Là, l'avantage, c'est qu'on prend toutes les couleurs que le système visuel humain peut percevoir. Donc comme ça, on est tranquille. Par contre, ce système de primaire, il avait l'inconvénient de faire que les outils, type le liqueur, les color correct et tout ça, réagissaient mal sous les doigts. Donc c'est pour ça qu'a été inventé l'AP1. L'AP1, en fait, ça reprend les primaires REC 2020, c'est-à-dire des primaires monochromatiques, laser, et ça va un petit peu au-delà pour que ça puisse bouger un petit peu dedans. Et là, l'avantage, c'est que justement, quand on pousse vers le rouge sa petite couleur ou son contrôle dans Nuke ou Flame, si on pousse vers le rouge, ça fait du rouge. Les autres couleurs bougent ensemble. Enfin, tout ça reste très gentil. Et on ne se casse pas la tête quand on essaie de faire un kit. Donc, du coup, il y a cette notion de travailler. Donc, l'ACES, on va dire générique, le SMPTE 2065, c'est AP0 Lean. Après, l'ACES CG. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va configurer pour des renders. On va travailler avec ce set des AP1, toujours en encodant en ligne, tout ça en floating point. On va avoir pour le color correct l'ACES CC, color correct, donc, dont la première mouture travaille avec une fonction log pure. Par contre, on s'est rendu compte justement que cette fonction log, elle ne réagissait pas aussi bien dans les noirs que ce qu'on avait avec les workflows classiques type Arilog ou bien le Cineon. Donc derrière, ils ont fait, dans la version d'après d'ACES, ils ont mis un petit coup dans les noirs pour que ça fasse un truc plus sympa pour les étalonneurs. Donc ça s'est appelé l'ACES CCT. Donc en fait, voilà, le principe, c'est d'essayer de trouver des outils qui, en fonction des usages, marchent le mieux pour que les gens soient heureux. Ça fait beaucoup de choses en 20 minutes, puisque ça fait 20 minutes que je vous parle, moins les bugs. Mais tout ça, en fait, vous pouvez le lire dans un travail absolument formidable de la VES. Vous êtes membre de la VES. Si vous ne l'êtes pas, rejoignez-nous. Et il y a ce travail formidable qui s'appelle le Cinematic Color, qui reprend tous les concepts dont on parle. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous les expliquer, vous me passez un coup de fil et on s'arrange. Et derrière, il y a une communauté, ça c'est super important, parce que ACES, au départ, je disais que c'était un peu comme un super-héros qui vient d'Hollywood. Mais maintenant, ACES, c'est plutôt Avengers, c'est-à-dire c'est plein de super-héros qui viennent de n'importe où, quel univers, même si ça ne va pas ensemble. Et ça, c'est vachement important parce que du coup, vous pouvez devenir un de ces super-héros, vous pouvez contribuer, rajouter votre nouvelle contribution dans les groupes de travail qui sont actifs aujourd'hui sur différents sujets. Par exemple, comment mieux faire la gestion de la sortie HDR, comment faire pour remapper ses couleurs, toutes ces choses-là. Si vous avez des idées, si vous voulez simplement apprendre, aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a toute une communauté, il y a plein de documents sur un site qui s'appelle ACES Central. Vous pouvez poser vos questions, vous avez des champions, des ambassadeurs qui vont vous répondre. On a la chance en plus en France d'avoir un des ambassadeurs ACES qui s'appelle Chris Bréjon, qui travaille chez Illumination, qui a fait un travail absolument formidable aussi, qu'on verra dans les références. Donc tout ça, c'est de l'open source. Vous pouvez contribuer juste en regardant la documentation, en traduisant, en mettant du code. Tout ça fait partie de la SWS, c'est-à-dire l'Academy Software Foundation, qui reprend pas mal d'initiatives de projets open source liés à notre métier. Et tout ça est en train de bouger, donc rejoignez-nous. Voilà. Alors, Harry, est-ce que tu es prêt à partager, vu que mon partage... Vas-y, tu es en mute, Harry. Oui, ouais, je vais partager. Vous voyez mon écran là, c'est bon? Ouais, bingo, ça marche. C'est la repartie. Part 2. Harry. On y va. Alors, bonjour tout le monde. Je vais présenter un petit peu l'ACES dans le contexte de rendu 3D d'un CG artiste. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi l'ACES fait que nos rendus sont de meilleure qualité avec très peu d'efforts. Avant de commencer, je veux juste définir quelques mots. Le workflow classique, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc, ce que je dis classique, c'est-à-dire que rendu linéaire est affiché avec des primaires sRGB et affiché sur un moniteur sRGB. Le workflow ACES, pour moi, ça va être un rendu linéaire toujours, mais avec les primaires SCCG, mais affiché avec une certaine courbe, un tone mapper ACES, mais pour les écrans sRGB. Les primaries, c'est les couleurs primaires, c'est comment elles sont, c'est une couleur pure au vert, rouge, vert, bleu, définie dans un gamut donné. Et le gamut, c'est ce que disait Cédric, c'est cette planche à voile, c'est ce système qui permet de représenter les couleurs sur nos images. Alors, quelle est la différence, quel est le point commun plutôt entre le petit canard de Disney, le Hulk, Rocket et Baby Groot et des Gardiens de la Galaxie et le dernier Perrier? Ils ont tous été bossés en ACES. Alors, on part d'un constat, c'est que le workflow classique un gamut qui est limité. Donc là, on peut voir la différence entre le triangle rouge et le triangle bleu, entre le gamut, donc la représentation des couleurs en classique, et ce que l'ACES nous propose. Et l'autre limitation, c'est nos moniteurs ne peuvent pas, notre courbe sRGB ne peut pas afficher beaucoup de dynamique dans l'image. Si on compare ce qu'on peut afficher sur nos moniteurs et ce qu'une caméra, même une caméra d'iPhone ou une caméra un peu plus costaud comme l'Alexa ou la Red peuvent afficher, on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence sur la dynamique de l'image. Et bien sûr, nos yeux sont encore plus sensibles, donc ça nous montre un petit peu toute l'information qu'on ne peut pas représenter. Alors, quels sont les effets d'avoir un gamut ou une dynamique restreinte? Quand on travaille avec un moteur qui est basé sur la physique, comme Arnold, Verret, Redshift, enfin tous les moteurs modernes de nos jours sont comme ça, on a tendance à ne pas travailler avec des vraies intensités de lumière. C'est-à-dire généralement, on va utiliser des intensités beaucoup moins fortes. Et ceci, c'est dû au manque de définition dans nos spéculaires ou dans les highlights, même en termes d'intensité, mais aussi en saturation. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on a une lumière assez forte, eh bien, ça va clamper. Ça va clamper et on aura des fausses saturations sur nos hautes lumières quand on travaille en classique. Mais aussi quand on fait de la globale, quand les rayons rebondissent sur tous les objets, on a aussi quelque chose on peut saturer et on peut aussi clamper et ça va créer une GI qui est pas très
qui est incorrect. Et aussi, comme c'est des moteurs basés sur la physique, les shaders vont utiliser des valeurs physiques. Donc, on peut aller chercher sur Internet plein de valeurs physiques pour les différents types de matériaux, comme l'or, l'acier, le bois, enfin, tout ça, ça se trouve. Par contre, on n'est pas garanti que ça va, une fois qu'on l'a mis, qu'on l'a réglé dans le moteur, l'affichage va peut-être nous donner un truc qui ne paraît pas juste, en fait. Donc, la plupart du temps, les gens n'utilisent plus vraiment ces valeurs-là. Ils vont un petit peu au pifomètre, enfin presque au pifomètre. C'est-à-dire qu'ils vont visualiser les choses. Ils se disent ah, ça n'a pas l'air bon, donc je vais changer un petit peu cette valeur-là et je vais me retrouver sur quelque chose de mieux. Et pour moi, c'est le vrai problème parce que la valeur physique devrait fonctionner, en fait. Et on va essayer de corriger, compenser un problème au mauvais endroit. Et ceci est dû au fait qu'on a un gamut et une plage dynamique qui est limitée et qu'on n'affiche pas toutes les informations. Voilà un exemple. Sur votre gauche, j'ai fait un rendu de différentes boules de couleurs avec plus ou moins d'intensité et j'ai commencé à exposer l'intensité de ma lumière. À gauche, on est en workflow classique, à droite, on est en ACES. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dès qu'on commence à aller dans des valeurs très hautes, on peut voir par exemple sur la boule jaune ou la boule bleue, les saturations, la saturation prend le pas parce qu'on a des valeurs qui commencent à clamper et on n'a plus de détails dans les hautes lumières. Par contre, en ACES, ACES arrive à garder un petit peu mieux les choses, donc on a quelque chose de beaucoup plus correct. Donc là, c'est un des avantages d'avoir un gamut étendu et une plage de dynamique plus étendue. L'autre aspect aussi, c'est quand on va commencer à travailler nos matériaux, le fait de ne pas bien voir les choses, on va prendre des décisions qui ne sont pas forcément juste d'un point de vue physique. Par exemple, sur votre gauche, on a donc une boule en chrome où je fais varier la roughness. Donc à gauche en classique, à droite en ACES. Donc quand la roughness est plutôt basse, ça fait à peu près la même chose, donc il n'y a pas vraiment de souci. Le problème intervient quand on commence à augmenter la roughness sur notre boule. Ce qui va se passer en classique, vu qu'on commence à clamper, qu'on ne voit pas ce qu'on fait, naturellement, on va se dire la sphère là, reçoit trop de lumière, donc peut-être mon niveau de spéculaire est trop élevé, on va avoir tendance à baisser ça pour avoir un truc un petit peu plus fin. C'est une erreur parce que en vrai, comme on n'affiche pas bien toute la dynamique, avec la même roughness en ACES, on a quelque chose de vachement plus fin. Et ça, la roughness sur les matériaux, c'est ce qui fait qu'on passe très vite de quelque chose de réaliste à pas réaliste. C'est très important, par exemple, quand on produit des peaux humaines ou des avatars en 3D ou des digidoubles en 3D, ça devient très problématique si on n'arrive pas à avoir le bon roughness. Autre chose, c'est que si on change le niveau de spécularité ou de réflexion sur un boule, ça va fonctionner pour ce type d'éclairage, pour l'éclairage où on a baissé la spécularité, mais ce n'est pas garanti que ça fonctionne aussi sur un autre éclairage. Et donc, on va se retrouver à retweaker, réajuster cette roughness ou d'autres paramètres du shader en fonction du plan. Et forcément, ça, on perd du temps à faire ça, ça devient complexe et on va perdre en consistance, en homogénéité entre les différents rendus et plans. Ici, j'ai juste rendu une explosion, donc, où j'ai juste mis la température de l'explosion sortant de la simulation. Et je me suis dit, je vais plugger ça dans le shader et on va voir ce que ça donne. Et bien en classique, on peut voir que on sature, les dégradés ne sont pas top et très vite on vient brûler, on va dire, dans les blancs.
En A6, ça correspond à quelque chose un peu plus naturel et ça fonctionne avec les bonnes valeurs physiques. La globale, on va faire une petite comparaison. Donc, j'ai pris cet exemple que Chris Bréjon a très bien illustré sur son site, sur son livre, je crois que ça s'appelle Virtual Cinématographie. On peut aller sur son site, le livre, et on peut le consulter. Ici, on a une scène classique de global, où on fait rebondir la lumière sur un mur rouge et vert. Et ce mur rouge, c'est un rouge pur. Donc, au niveau des couleurs, on met le rouge à fond et les deux autres couleurs vertes et bleues à 0. Et pareil pour le vert bleu, pour le mur vert. Pardon. On peut voir sur le gamut où ce point se situe. Donc, on est vraiment à la limite du gamut. Et là, on va basculer en A6. Donc, dans A6, on a un gamut plus étendu. Donc, ce point se retrouve un peu plus au centre. Et on a beaucoup plus de valeurs quand on convertit ces valeurs-là en A6. On n'a aucune valeur à 0. Et donc, ça veut dire une chose. Donc, je vais passer... Oh, pardon. Je vais switcher entre les deux rendus. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un retour de rouge, même sur la sphère verte, alors qu'en classique, on ne l'avait pas parce que les valeurs étaient à 0. Les valeurs à 0, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le rayon va rebondir, il va regarder la couleur de la lampe, il va regarder la couleur de la surface, et il va faire une multiplication. Donc, si la lampe est blanche, on va multiplier par le rouge. Malheureusement, on n'a plus de vert dedans, parce qu'on est à 0. Donc, on va renvoyer du 0 dans le channel vert, par exemple. En A6, comme on a un peu plus de valeur, on va pouvoir ramener un peu plus de rouge sur la sphère verte. Et ça joue énormément aussi dans le photoréalisme et même dans la beauté de la globale. Donc, les bénéfices de l'A6 sur la 3D, c'est que on préserve les highlights. On peut utiliser les valeurs physiques et ça va fonctionner. La globale va mieux se comporter. Donc, artistiquement, on voit mieux les choses, donc on peut faire de meilleures décisions. Et le tone mapping de l'A6 se comporte bien mieux que ce qu'on a par défaut avec nos courbes sRGB classiques. Pour utiliser A6, comme Cédric me le disait, il faut convertir toutes nos entrées dans l'espace A6CG pour pouvoir travailler, simplement. Les A6 nous proposent différents converteurs selon les cas. Par exemple, si je prends une photo avec mon appareil Canon, je vais utiliser un convertisseur précis. Si je télécharge une HDR venant d'Internet, je vais utiliser un autre convertisseur. Si j'utilise une Alexa, j'aurai un converteur Alexa vers A6CG, etc. etc. Comme Cédric le précisait, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'homogène pour que tout le monde puisse voir à peu près les choses de la même manière. On travaille bien sûr, quand on est en A6, on travaille bien sûr avec un format float, c'est-à-dire le XR en général, mais ça pourrait être un autre format tant qu'il est float, que ce soit en float 16 bits ou 32 bits. C'est très important, sinon on va perdre des données au moment des différentes conversions. Et ça, on ne le veut pas. Donc ici, c'est le schéma qui correspond au workflow, c'est-à-dire qu'on convertit tout en entrée, on travaille en A6 et on fait un display soit sur un moniteur sRGB, soit si vous êtes chanceux sur un moniteur P3 ou autre. Si on ne convertit pas, voilà ce qui se passe. Mes couleurs vont paraître super saturées. Donc, en fait, on a beau peindre de belles couleurs, elles ne seront pas bien en A6 si on ne fait pas la conversion. Donc là, par exemple, avec cette Macbeth, on peut bien voir que les couleurs sRGB passent très très mal. Pareil, ça c'est une photo que j'ai prise en bas de ma rue. Pareil, la photo qui vient de mon Canon, pareil, pas très bien en A6. Par contre, une fois convertie, elle est très bien.
Là, une HDR que j'ai téléchargée sur Internet, pareil, il faut faire attention. Il faut bien convertir l'HDR vers les primaries ACES. En tant que CG artiste, ACES me donne énormément de converteurs, de différents color space, etc. Mais en tant que CG artiste, on en a besoin honnêtement que 4. Le convertisseur de photos sRGB, donc quand on va chercher par exemple une photo sur Google de référent ou des textures aussi, on va utiliser le Utility sRGB Texture, donc c'est le convertisseur qu'on va utiliser. Si on va chercher un rendu qu'on avait fait il y a longtemps, où on a fait un rendu en sRGB, mais où on veut le remettre dans le monde ACES, on va utiliser l'utilité linéaire sRGB. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste changer les couleurs primaires de l'image. C'est aussi utile pour tout ce qui est HDR. Toutes les librairies HDR, il y a énormément de librairies HDR sur le net qu'on peut acheter ou même qu'on peut télécharger gratuitement. La plupart n'ont pas été conçues en ACES. Ça va nous permettre de transférer ça. Et enfin, les textures qu'on a de displacement, de normal et de bump map, de mask, de roughness, eux, on va utiliser, comme c'est des données, on va utiliser le Utility Raw qui fait absolument aucune transformation. L'avantage, c'est que ça garantit 0 transformation. Et enfin, l'autre qu'on peut éventuellement utiliser, notamment si on veut intégrer des matte painting faits dans des softs qui ne supportent pas le 32 bits ou mal le 32 bits, le ACCCT permet de, si on veut réintégrer un bout de matte painting dans notre rendu 3D, c'est ce qu'on va utiliser aussi. Concernant le matte painting, il y a deux situations qui vont amener deux approches différentes. La première, on a un package, un soft qui bosse bien en 32 bits, où tous les outils fonctionnent en 32 bits, comme Affinity Photo. Et là, on peut bosser directement en SCCG, on ne se prend pas la tête, ça fonctionne, ça marche très bien. Maintenant, la majorité des gens utilisent Photoshop. Et malheureusement, Photoshop, en 32 bits, ce n'est pas la joie. Donc, la plupart des gens ont tendance à repasser en 16 bits entier, integer, à différencier avec le 16 bits float. Et malheureusement, là, les valeurs vont de 0 à 1. Donc, si on prend de l'ACES brut, on va clipper les super blancs, les super white, et on va clipper ce qu'il y a en dessous du noir. Donc, ça, c'est pas très grave, mais on va le faire. Et pour ça, pour limiter cet effet, on va convertir notre image SCCG en SCCT. Donc, ça va nous donner une image en log qui va garder vachement plus d'informations. On va intégrer ça dans Photoshop. On va travailler avec une lupe de visu aussi. Et quand on a fini, on va réexporter ça de Photoshop en SCCT et le balancer en SCCG après si on veut l'intégrer dans un rendu. Donc, ACES, moi, j'ai eu la chance de travailler même avec les versions bêta à l'époque, donc il y a un peu plus de 8-9 ans, je crois. C'est très difficile de revenir en arrière pour moi. Ce que j'aime avec ACES, c'est que c'est une amélioration qui est structurelle, et ça va rajouter une valeur structurelle aux choses. C'est-à-dire que si c'est bien fait, si c'est bien installé, si c'est bien paramétré, c'est complètement transparent pour l'utilisateur lambda. Et ça va nous aider, ça va bénéficier tout le monde, que ce soit en compo, en texture, en rendu 3D, en grading, ça bénéficie beaucoup de gens en fait dans la pipe. ACES nous aide à faire à prendre de meilleures décisions sur notre 3D. Mais vraiment, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais un fantastic lighter, mais en fait, c'était à moitié vrai. ACES a fait l'autre moitié. C'est vraiment ACES qui m'a vraiment fait faire des images aussi belles. En plus, bien entendu, de tous mes superviseurs. L'avantage aussi de bosser en Space ACES, c'est que tous les assets qu'on va faire,
vont être calibrés de la même façon et on pourra les réutiliser d'un show à l'autre, d'un projet à l'autre. On pourra réutiliser les choses et plus facilement. On n'aura pas déjà dans un même projet, d'un plan à l'autre, les matériaux vont mieux se comporter et seront beaucoup plus prédictibles sans avoir à retweaker sur chaque plan. Mais en plus, d'un projet à un autre projet, on pourra réutiliser les mêmes assets sans avoir à retweaker de tous les paramètres. En tout cas, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Et enfin, pour tous les moteurs un peu physiques comme Arnold, V-Ray, Redshift et autres, même Unreal d'ailleurs, Unreal Unity, si on est en A6, on a une image qui est de base de meilleure qualité. Donc voilà, maintenant je vais passer la main à Alexis qui va nous montrer comment configurer ça. Merci Harry. Alors je partage l'écran. Ok, bonjour à tous. Alors, OpenColor.io, abstraction et magie. Alors, pourquoi je parle de ça? Donc, on va prendre un petit peu de recul par rapport à ce que nos différents intervenants, Cédric et Harry ont évoqué. Donc, la première partie, on était concentré sur la théorie et l'historique qui a mené à la création d'ICES. Ensuite, on a Harry qui a plus abordé le côté fabrication d'un point de vue CG artiste et supervision, plutôt côté lighter. Là, l'idée de cette partie, c'est justement de voir l'articulation, comment est-ce que ACES a été adopté, a été facilité en fait en termes d'adoption dans le milieu de la post-prod. Mais également, on va se concentrer plus sur la partie logistique, donc voir les avantages de niveau logistique et aussi comment gérer les logiciels qui ne supportent pas OpenColor.io. Donc, il faut bien comprendre qu'ACES est une solution complète qui vise à standardiser en fait, et à simplifier la gestion des couleurs. Et côté fabrication VFX, la mise en place d'ACES est extrêmement facilitée par OpenColor.io. Donc, en réalité, il faut visualiser OpenColor.io comme étant une infrastructure et ACES, la configuration qui passe par ces autoroutes, qui va nourrir en fait l'ensemble des logiciels qui sont sous OpenColor.io. Donc, afin de mieux comprendre les leviers facilitant l'utilisation, l'adoption d'ACES par OCIO, on va parcourir très rapidement son architecture, mais également ses différentes briques. Hop. Donc, en termes d'adoption, qu'est-ce qu'il y a comment est-ce qu'en fait OpenColor.io a favorisé l'adoption? Eh bien, tout simplement par 3 leviers. Le premier, c'est via son abstraction, son architecture, qui, en fait, son architecture permet l'abstraction de config couleur à la volée de manière très, très simple. Donc, c'est un vecteur vraiment de facilitation en fait, en mode plug and play, si je devais le dire autrement. Mais également, OpenColor.io supporte des features ACES natives telles que CLF, qui est le nouveau format de lutte justement créé par Lampass, et notamment certains opérateurs qui réagissent mieux en fait avec les RRT ODT, donc le tone mapping et les conversions vers les différents moniteurs par ACES. Donc voilà, on a à la fois aussi une implémentation native de certaines features. Mais avant de parler de toutes ces choses-là, voyons une petite overview de ce qu'est OpenColor.io. Donc OpenColor.io, il faut le voir comme un point central, un point de pivot qui subsiste dans un environnement, dans un écosystème avec différents logiciels, différents DCC. Donc là, on va prendre l'exemple de Maya, Nuke et Hervé. Une liste non exhaustive, bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'OpenColor.io va propager la configuration couleur, mais également les luttes au sein des logiciels. Donc, on va déléguer l'action de transformation de matrice, de lutte, via OpenColor.io. L'idée, c'est en fait c'est d'assurer la consistance des opérations entre les différents logiciels en déléguant via une autorité, on va dire. On peut le voir comme une autorité. Et donc, ACES, dans tout ça, en fait, repose sur OpenColor.io et est encapsulé dans OpenColor.io. Il faut le voir comme une configuration, parce que c'est une configuration, qui est en fait employée, utilisée par OpenColor.io. Alors, en termes d'architecture d'essence, qu'est-ce que c'est OpenColor.io? Donc là, on vient de voir très brièvement l'overview. Et là, voyons voir l'architecture. Donc,
en 4 axes. Le premier, donc, forcément, OpenColor.io, c'est une solution de gestion de couleurs complète qui comprend en fait une librairie, des librairies et une définition de configuration. Donc, on a 2 vraiment gros modules et les 2 sont interconnectés. OpenColor.io permet justement la consistance au travers des différents DCC, comme je l'évoquais juste avant, en termes d'opération de couleurs, en fait. Et non des moindres, OpenColor.io est agnostique aux différents formats de lutte. Donc, ça permet en fait d'intégrer, même de customiser ces configurations couleurs comme on le souhaite en fait. Si on a une lutte qui a été faite par un DI custom, on peut l'intégrer et le propager dans l'ensemble des softs en un clic. Donc, en fait, OpenColor.io, on peut le visualiser comme un modèle avec différentes couches, différents layers, allant du bas niveau jusqu'au très haut niveau. En fait, on peut le visualiser comme le modèle OSI pour le network. Et donc, la première couche, très très bas niveau, donc c'est la librairie qui va contenir les opérations mathématiques, le core en fait de OpenColor.io. Et ensuite, on va avoir différents éléments qui vont être vraiment le socle primordial d'OpenColor.io. Donc, le premier, c'est l'espace de référence, qui est en fait un espace qui va relier les différents espaces de couleurs définis dans une configuration. Ensuite, on va avoir un color space, un espace de couleurs, qui peut être transféré depuis et vers cet espace de référence. Donc, on va définir dans la configuration OCIO les transformations pour aller jusqu'à cet espace de référence et du coup, passer d'un espace à l'autre via un espace pivot. Ensuite, des transformations, justement, qui vont nous permettre de switcher entre les différents color space. Ensuite, du coup, l'affichage display qui va représenter le dispositif d'affichage virtuel ou physique, par exemple un moniteur sRGB. Et la vue va être, voilà, qui va s'intercorréler avec le display. Et enfin, le look qui est une transformation de couleur qui applique un look créatif. Vraiment qui est différent, par exemple, avec ce qu'évoquait Cédric, les OTF et les OETF. L'idée, là, c'est vraiment de matérialiser l'intention créative et de la renseigner dans OpenColor.io via une entité qui est dédiée à cette action. Et donc, tout ça est compris dans la configuration, est encapsulé dans la configuration. Et enfin, dernière couche, très haut niveau, du coup, où on dispose d'une API et d'une command line interface qui va nous permettre d'interroger en fait la configuration et certains outils qui vont nous aider dans nos tâches quotidiennes. Et tout ça va constituer un toolset. Alors, ça m'embête, je ne sais pas comment l'enlever. Bon, bref. Et donc, si on prend un peu de recul, en fait, on a 3 gros modules. Donc, en partant du bas niveau, qui sont les opérations mathématiques. Ensuite, la configuration et un toolset. Et donc, OpenColor.io, en 3 termes, en 3 modules, c'est exactement ça. Alors, pour bien comprendre en fait l'intérêt d'OpenColor.io et pourquoi est-ce que c'est vraiment très important dans un écosystème de post-production, voyons voir un exemple entre avant et après OCIO. Donc avant, on va reprendre nos DCC favoris, Nuke, Maya et Hervé. Avant, chaque logiciel, chaque DCC avait sa propre config couleur et intégré, embarqué avec son installation, les différentes luttes, les différentes formules pour justement appliquer les opérations, les transformations mathématiques pour passer d'un espace à l'autre. Eh bien, maintenant, avec OCIO, c'est la transposer. C'est-à-dire qu'on va décorréler, découper les logiciels de la config. Donc, tout en haut, on a nos DCC. Ensuite, on va avoir OpenColor.io qui va servir de point de pivot central et qui, lui, va faire l'interface entre les DCC
et la configuration couleur. Donc là, l'idée, on n'a qu'une seule configuration pour adresser l'ensemble des logiciels. Et donc, cette configuration couleur va, elle, s'appuyer sur des fonctions de transfert, mais également des luttes. Donc, on a il faut le voir comme une référence, en fait. Donc, comme une référence va permettre notamment d'être dynamique et de faciliter la maintenance. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Maintenant, si on regarde un petit peu la config fournie par Lampass au CIO, la 1.1. Donc oui, il faut savoir que Lampass a plusieurs, étant open source, a plusieurs repositories sur GitHub avec des configurations par défaut, mais également les définitions de transformation dit CTL qui vont contenir les formules justement pour passer d'un gamut AP0 à AP1 et ainsi de suite. Et donc, la config par défaut au CIO ACES comporte 335 espaces de couleurs, dont 82 inputs, donc les IDT, permettant de convertir, on va dire, les images, les matériaux externes vers l'écosystème ACES. Ensuite, on va avoir 42 utilitaires, 23 views, 13 outputs, et donc 5 ACES, comme l'évoquait Cédric plus tôt, donc les ACES AP0, ACES CG, ACES CCT, ACES CC, ACES Proxy. Et donc, si on prend du recul par rapport à tout ça, et 4 looks, voilà. Donc, si on prend du recul, on peut voir que la majorité des color space sont alias. Donc, si on fait phi, on peut voir qu'on a une majorité d'inputs. Donc, en d'autres termes, on peut voir que l'effort fourni par Lampass, c'est de permettre à chacun de s'interconnecter à l'écosystème ACES. Donc, ouais, un petit typo dans le titre, donc c'est la 1.1 overview, non 1.0.3. Donc, en d'autres termes, tout est disponible, justement, pour décliner sur n'importe quel type de pipeline, couleur. Mais par contre, ça met en lumière qu'il y a énormément d'espace couleur et une simplification se fait ressentir parce qu'au quotidien, en fait, dans une production, en fonction des entrées qu'on doit ingester, on va en avoir besoin que de 5-6. Donc, une bonne pratique, c'est de simplifier et de trimer, d'extraire les color space dont on n'a pas besoin pour éviter les erreurs, en fait. Alors, en termes d'avantages logistiques, donc pourquoi est-ce que utiliser ACES au quotidien, c'est vraiment top? Alors, de par sa standardisation, en termes d'espace de couleur, mais également d'extension, parce que la recommandation, c'est EXR AP0 non compressé, eh bien, on va éliminer, après ingest, bien sûr, l'ensemble des color space nécessaires dans un pipeline classique, où on va s'appuyer en fait sur l'espace couleur d'origine de la caméra. Donc, on passe de plusieurs color space à, en fait, une extension et un color space AP0 pour gérer les transits, en fait, entre les différentes étapes. Mais également, on a une clarification entre les primaires et les courbes. Voilà, c'est quand même important parce que dans un pipeline dit legacy sRGB linéaire, on a toujours une confusion entre, voilà, on parle de quoi là? La courbe Rec 709 ou les primaires, Rec 2020, voilà. Eh bien là, ACES, de par sa nomenclature dans les configurations, clarifie tout ça. Donc, dans les utilitaires, pour supporter le legacy, on a toujours la même nomenclature qui est primaire, courbe. Et donc ça permet vraiment au quotidien de ne plus se poser les questions et d'être limpide lorsqu'on doit échanger avec les différents intervenants sur une production. Ensuite, on a une réduction d'erreurs. Pourquoi? Alors, la courbe d'apprentissage des CIS est quand même non négligeable parce qu'on a beaucoup d'axiomes ou de notions à comprendre avant de l'utiliser sans erreur. Donc, il y a un petit temps de formation, mais à la fin, de par sa standardisation,
on sait exactement ce qu'on utilise, dans quel écosystème on est. On ne se pose plus de questions, en fait. Également aussi, comme l'évoquait un petit peu Harry, le gros avantage d'un point de vue logistique, c'est qu'on va standardiser la calibration de ce qu'on manipule en fait lors de l'étape de travail. Parce que dans un espace legacy, on va importer voilà, un rush en log et ensuite on va compiler du linéaire avec. Résultat, c'est qu'on va avoir deux gamutes qui vont se mélanger les uns avec les autres, mais qui ne sont pas les mêmes. Résultat, c'est qu'on va tirer sur un signal pour matcher l'autre. Donc, on le fait un peu la main, de manière empirique. Et là, l'idée, non. L'IDT va permettre de convertir les éléments extérieurs dans le gamut standard et toutes les sources, en fait. Donc, en termes de record, de consistance et de pertinence, eh bien, ACES le permet. Et enfin, on a une réduction de complexité entre les différentes productions. Parce qu'en général, surtout sur les longs métrages, on a en fait on est toujours dépendant de la caméra ou des choix du labo. Donc, on peut être soit en RED, soit en Alexa, soit en Log4j10, ou peu importe. Et là, l'idée, non, c'est on vient simplifier tout ce qui arrive en ACES. Et en théorie, on n'échange que de l'ACES. Et là, on ne se pose plus de questions. Donc, il y a vraiment un effort de mise en commun, de standardisation qui est vraiment appréciable au quotidien. Et enfin, sur la partie, on va dire un peu plus logistique pipeline, eh bien, travailler en ACES, ça va nous permettre également de faciliter le partage des assets entre les différentes productions. Parce que on pourrait très bien fabriquer des assets dans des color pipelines linéaires sRGB, d'autres ACES. Et pour s'échanger les différents assets, il y a toujours une étape de conversion pour être raccord et obtenir ce que l'on veut dans un autre color pipeline. Et là, l'idée, c'est de conformer tout ça, de ne plus se poser de questions. Le rouge à 1, c'est le rouge à 1, affiché via la même RRT, enfin le même tone mapping. Et donc, on va avoir un affichage consistant et on ne va plus être dépendant de la lutte constructeur de la caméra, ce qui est énorme, vraiment énorme. Donc voilà, consistance à travers les différentes productions. Et en plus de ça, le fait d'adopter ACES nous pousse dans une stratégie long terme qui va jusqu'à l'archivage. Parce que dans les text specs d'ACES, l'idée, c'est de définir via ce framework un flux de données qui permet de garder au maximum, qui permet de maximiser en fait l'intégrité des données et de permettre voilà, une donnée au maximum, la plus vraie possible. Ensuite, eh bien, malheureusement, tous les DCC ne sont pas parfaits. Il y en a certains qui ne supportent pas OCIO. Et ça peut être un frein. On peut se dire, mais du coup, comment est-ce que je fais au quotidien voilà, là, j'ai des gamutes en AP0, alors que là, je suis en linéaire. Qu'est-ce que je fais Eh bien, là, je vais en prendre deux. Je vais parler de Photoshop et de Substance Painter. Mais d'un point de vue agnostique, transverse, on peut appliquer toujours ces bonnes pratiques, qui est en deux étapes. La première, c'est de concaténer en fait le résultat du tone mapping vers le moniteur destination, tout en intégrant l'espace de couleur linéaire dit legacy. Donc, si je prends un exemple, eh bien, je vais fabriquer une lutte qui va partir en source de l'espace de couleur linéaire avec les primaires sRGB pour aller vers le color space avec ODT P3D60 qui contiendra le tone mapping. Et donc, en appliquant une lutte, bon là, je serai un peu clampé, ça dépendra de la lutte que j'utilise. Avec une lutte, je vais concaténer en fait l'ensemble des transformations qui vont me permettre d'afficher un signal legacy obsolète, enfin un signal fait dans un color pipeline legacy et l'afficher au travers de voilà, tout l'écosystème ACES. Ensuite, une très bonne pratique aussi, c'est d'étudier, débugger les métadatas
pour visualiser si, par exemple, le labo n'a pas encodé via Baselight ou DaVinci Code certaines métadatas, des flags. Et donc, on n'a pas ces infos ou c'est très dur d'obtenir ces informations depuis le vendor ou le labo. On peut éventuellement se référer à ces métadatas. Hop. Donc, si on prend l'exemple de Photoshop, donc là, on a plusieurs solutions. Donc, on a dans Photoshop la possibilité de travailler en EXR 32 bits. Mais le problème, l'inconvénient, c'est qu'on a la majorité des outils qui ne sont pas adaptés en fait en 32 bits. Donc, on va se retrouver avec un Photoshop qui n'est pas au maximum de ses capacités fonctionnelles. Et on a un problème de gestion de gamma qui est appliqué par défaut. Donc, il faut jouer, triturer un petit peu cette donnée. Et donc, l'idée, c'est Ah oui, et il faut aussi le désactiver du coup par des layers explicites au sein de Photoshop. Donc, une solution, c'est de travailler en log, en entier. C'est-à-dire que le signal sur lequel on va travailler en entrée ne sera pas float et ne dépassera pas 1. Donc, ce que ça implique, en fait, c'est de travailler avec un signal déjà encodé en log au préalable, en A6CCT par exemple, et de travailler dans Photoshop en log, et ensuite d'appliquer à la main un layer qui va faire justement la concaténation de, non pas du log vers le display target, mais via en entrée A6CCT vers le sRGB ou le Rec 709 en fonction de votre écran. Par contre, très important, le fait de travailler en log, eh bien, Photoshop en fait, va encoder l'alpha de la même façon que les channels RGB. Donc, si on encode en alpha tout le signal, l'alpha va être aussi en log. Donc, ça, cette petite mésaventure en fait, est propagée tout simplement dans le signal. Et par exemple, en comp côté Nuke, eh bien, OCIO qui est dans Nuke ne va pas toucher à l'alpha. Donc, il faut le faire manuellement. Donc, il faut délogarithmiser l'alpha pour être en mesure d'avoir un résultat qui est correct, cohérent, lors de merge, par exemple. Donc, ça, c'est un gros warning à avoir. Ou alors, on a une autre solution qui est de travailler via des profils ICC. Mais voilà, à titre personnel, je n'ai pas trop exploré, donc je suis sûr qu'il y a des merveilleuses solutions de ce côté. Mais la solution évoquée précédemment est fonctionnelle et fonctionne très bien. Ensuite, côté Substance Painter, alors une petite information, donc OCIO maintenant est supporté dans Substance Designer dans les dernières versions. Par contre, Substance Painter est un petit peu en retard. Je pense que ça va arriver très vite. Mais en attendant, voilà, comment faire pour travailler avec un pipe ACES au niveau texturing. Eh bien, l'idée, c'est de, pareil, béquer, concaténer une lutte qui va aller de l'input, donc de l'espace de travail, qui en l'occurrence est linéaire sRGB parce que c'est legacy dans Substance, vers le display target. Donc, en fonction du parc, si c'est gamma de 2, gamma de 4, Rec 709, etc. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser notamment le toolset OCIO, parce que voilà, ça sert, hein, et de représenter ces différentes transformations, de les concaténer dans un EXR. Oui, c'est possible de faire une lutte en EXR. Donc, ça va être tout simplement une lutte 3D qui va être découpée et qui va être étalée en fait dans le XR. C'est la façon dont fonctionne Substance. Et l'idée, voilà, c'est de représenter cette lutte et de l'intégrer dans Substance et de l'activer en viewer, en fait. Alors, le seul inconvénient, c'est que les HDR au sein de Substance vont être clampés. Par contre, le matériau, l'asset qui va être travaillé ne sera pas clampé et on aura un résultat cohérent un pour un entre la visualisation
dans Substance Painter et le rendu au sein du moteur de rendu de prédilection, qui est soit Arnold ou Guerilla ou peu importe. Et voilà. Il y a aussi d'autres solutions. On a des plugins qui ont été développés par la communauté sur le hub Substance qui concatènent une transformation en log pour justement éviter le clamp et ensuite appliquer une transformation. Donc, il y a aussi certains smart materials. Voilà. Et du coup, c'est la fin. J'ai fini ma partie. Donc, merci à tous et je repasse la main à Franck. Bon, ben voilà, je vous avais prévenu, le sujet est bien dense, voire même un peu intimidant au début. Mais je pense que ça valait la peine d'avoir un petit peu mal de tête là, ce soir, afin d'en appréhender toutes ces dimensions. De toute façon, l'industrie est en train d'opérer sa mue. Hein, on glisse gentiment vers le HDR. Et puis, poussé par des gros acteurs, hein, Apple force la main avec tous ses écrans Retina, entre autres. Et les 100 nits de nos écrans calibrés REC 709 paraissent bien palos face à nos clients ou à tous nos devices. Donc, on n'est pas encore dans un monde Full HDR, mais on s'y approche. Donc, comme l'a dit Cédric, les CIS et le CIO sont des projets open source, complètement accessibles à tous. Donc, il y a plein de superbes vidéos sur YouTube, entre autres. Moi, j'adore celle de Victor Pérez, là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, plus sur un côté 2D. Et puis, bien sûr, la Bible de Christian Bréjon, qu'on a un petit peu évoquée. Donc, maintenant, je propose de passer. Il y a eu quelques petites questions qui sont passées. On a essayé d'y répondre. Est-ce qu'on a bien répondu à tout? Il y avait une question qui était quelle est la différence entre une LMT et une LUT? Qui est-ce qui se jette là-dessus? Alors, j'ai envoyé un petit commentaire avec, pour le coup, c'est d'autopromotion, mais c'est mon site rigolo, c'est-à-dire que j'ai un site à côté pour démystifier quelques trucs de couleurs qui s'appelle Rock Flowers, où j'expose justement cette problématique de la lutte qui est, comme je disais tout à l'heure, hein, qui a été longtemps un truc caché et fait dans des chaudrons par des grands Manitou de la couleur. Voilà. Donc, en fait, une lutte, c'est simplement un petit tableau. Donc, ça n'a rien de... En tout cas, l'outil n'a rien de magique. L'affaire, ça peut être très compliqué, mais l'outil lui-même n'est pas grand-chose. Après, on pourra discuter des luttes 3D, des choses comme ça. Il y a plein de choses à apprendre. Hein. De toute façon, ce sont des outils. Par contre, la LMT, c'est un concept qui est purement ACES, c'est-à-dire c'est la notion du look. Si on veut se faire un look qu'on puisse transporter à part des plates, par exemple, en comp, parce que bon, c'est un choix, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'exporter de l'étalonnage, du préétal, l'étalonnage qui soit becqué dans la plate, ou on peut choisir de garder l'étalonnage en lutte pour pouvoir garder le fichier original, ce qui peut être intéressant, par exemple, si on fait un étalonnage, si on a une nuit américaine ou des choses un petit peu fortes en termes de look. C'est quand même plus pratique si on doit faire des keys, de travailler sur une source qui n'a pas été étalonnée trop fort. Donc dans ce cas-là, dans un workflow ACES, on va transporter ça avec une LMT. L'avantage d'une LMT, c'est que dedans, on peut mettre une lutte, mais on peut aussi mettre d'autres choses, des opérateurs mathématiques qui vont être en général plus précis. C'est un paramètre aussi dont on parle. Alors, s'il y en a que ça intéresse vraiment, justement, la référence que je mets sur mon site, on parle de ces problématiques de précision de lutte. Parce qu'il y a aussi un gros problème qui traîne dans l'industrie avec les gens qui disent que les luttes, c'est pas bien. Ceux qui disent que les luttes, c'est pas bien, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que c'était qu'une lutte. C'est comme dire que la table des deux, c'est pas bien. C'est assez stupide. Les luttes peuvent avoir des limitations si elles sont mal implémentées, mais pour ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est. Donc, la LMT, dedans, on peut mettre des luttes, on peut mettre des opérateurs mathématiques. Et donc, voilà, c'est ça la différence principale. Mais ce qui compte, c'est de comprendre ce qu'on fait. Alors, très bien. Il y avait une question d'Aurélien qui était alors pour Alexis, mais enfin, je pense que tout le monde peut répondre.
Alexis, changer tous les contenus caméra en deux sous-genres est idéal. Mais ce que concrètement, vous n'avez pas des fois à faire, des matchs de vos VFX avec des images venant de deux caméras que vous n'identifiez plus. Ou alors tous les contenus sont-ils réellement transparents pour vous? Là, je crois que c'est là où on parlait des métadatas, où on vient creuser. Si je comprends bien, c'est est-ce qu'on a toutes les IDT disponibles pour faire la translation de l'extérieur vers ICES? Donc, en théorie, oui. En tout cas, de mon côté, jusqu'à présent, j'ai pas vu d'IDT manquante jusqu'à présent. Après, un des problèmes qu'on peut avoir de manière récurrente, c'est des artefacts dans les bleus. Selon certaines caméras, selon certaines typologies de shots, notamment avec des LED. Et dans la dernière version, notamment de ACES, la config OCIO, on a un look qui s'appelle Bluefix Artifact et qui permet en fait de tritouiller un petit peu l'ensemble du signal pour ramener certaines valeurs et éviter que ça explose. Donc voilà. Je crois aussi la question, c'est quand on ne connaît pas la caméra de départ. En fait. Là, c'est compliqué. Oui, parce qu'en plus, la notion, je parlais des standards SENTI, où on peut mettre des métadonnées, mais ce n'est pas parce que le fichier est standard que l'implémentation est complète. C'est-à-dire que parfois, on peut se retrouver avec des fichiers où, effectivement, comme tu dis, Harry, il manque des métadatas. Et après, c'est un peu à l'œil. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'au-delà des problématiques, effectivement, d'artefacts, il y a peut-être des choses qu'on traitera à la séance prochaine, c'est que les IDT, ce sont des choses, on va dire, un petit peu théoriques, qui sont fournis par les fabricants, qui sont plus ou moins précis dans la manière dont ils les font. Et malheureusement, il y a des fabricants aussi enfin, voilà, il y a beaucoup de débats justement sur la qualité, la qualité des IDT, parce qu'il y en a qui comprennent pas forcément l'objectif, puisque derrière, l'objectif, c'est quand même de faire que toutes les caméras soient mises au bon endroit, mais l'objectif d'un fabricant, ça peut être aussi, voire surtout, de montrer que sa caméra, c'est la plus jolie. Donc, et essayer de cacher aussi un petit peu ses défauts. Donc, il y a des problématiques. Et évidemment, le match ne prend pas en compte, puisque les IDT sont sur les corps de caméra, ne prend pas en compte les optiques qui peuvent avoir du flair, qui peuvent être colorés. Évidemment, le rendu d'une couque, d'un ingénieux, ou d'un Z, ce n'est pas du tout la même chose en termes de... en termes de filtrage et éventuellement voire même de contraste. Donc, ça fait le plus gros du boulot. D'ailleurs, c'est pour répondre à d'autres questions qui sont passées justement sur les profils de sortie, c'est pareil. C'est-à-dire que ça fait le plus gros du boulot. C'est-à-dire que quand on travaille en sRGB sur un écran informatique et qu'ensuite on le switch en DCI-P3 ou qu'on passe sur un écran HDR, bon, ça met l'église au milieu du village. Après, il faut aller retoucher les trucs sur les côtés. Mais ça ne fait pas tout. Ce n'est pas automatique. Il y a plein de problématiques de perception, de problématiques de choses qu'on ne voit pas, puisque selon le type de technologie qu'on utilise, elles ont toutes leurs petits défauts. Et surtout, je rappelle que ça ne couvre pas du tout le spectre calibration, qui doit être fait absolument en plus, et que de toute façon, la calibration est pour souvent responsable d'une bonne partie des déviances. Donc, c'est un vrai travail qui va être fait, et ACES ne réglera pas ce problème-là. Ça, c'est un vrai sujet pour toutes les boîtes de post-prod, oui. Nos moniteurs. Il y a une question de Frédéric. Après plusieurs tests entre Nuke et Photoshop, nous sommes arrivés à osciller entre un ICC et des layers de conversion. L'ICC semble plutôt pas mal, mais pensez-vous que c'est un format suffisamment correct pour être totalement implémenté? Alors l'ICC, c'est un format qui est comme les LUT et les CTL, c'est-à-dire c'est un format, c'est un peu comme je vais prendre une analogie avec les formats vidéo, c'est un peu comme un point move. C'est-à-dire que dedans, c'est un conteneur. Donc dedans, on peut mettre des trucs. On peut mettre des LUT 1D, des LUT 2D, des LUT 3D, des opérateurs mathématiques. Donc un ICC, ça ne veut rien dire.
faut regarder ce qu'il y a dedans. Comme quand on regarde un point move, dedans, ça peut être un ProRes, un H264, des trucs comme ça. Un ICC n'est qu'un conteneur. Après, l'avantage, c'est que ACES, avec la config OCIO, par défaut, fournit les profils DCC, à la fois spécialisés aussi pour Photoshop. Donc, en théorie, voilà, tout est mis à disposition pour être cohérent entre voilà, un flow classique LUT dans Nuke et ce qui est fait dans Photoshop avec ICC. Mais après, voilà, il y a peut-être il faut le vérifier s'il n'y a pas des différences en termes de calcul, de layering, de merge sur certaines opérations. Et ça, c'est à vérifier. Et d'ailleurs, il y a un vrai sujet par rapport à ça. Bon, déjà, vérifier qu'ils viennent bien de la bonne source, parce qu'il y a aussi des trucs un petit peu comme les luttes qu'on se passe sur des clés USB, des trucs comme ça, et ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. Donc, s'assurer de la validité de la chaîne de froid, hein, pas se faire refiler un truc tout moisi. Et après, il y a un autre sujet aussi, qui est que OpenColor.io présente des limitations de rendu sur certaines choses, de par son rendu software 16 bits, qui ont été réglés dans OpenColor.io V2. Alors ça, c'est des trucs un peu... Mais bon, voilà. C'est quand on va faire ces comparatifs entre les trucs, il faut savoir que chaque solution, chaque implémentation a aussi ses limitations, et que donc, il faut comprendre d'où viennent les limitations. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été réglées, par exemple, dans OpenColor.io V2, avec justement un match entre les rendus GPU, enfin maintenant il y a le support du GPU déjà, c'est une chose importante, mais surtout le correctif de certains problèmes de rendu qu'il y avait avec la V1, l'implémentation d'AE6 dans la V1. Et si je peux rebondir sur ce point précis, typiquement, le problème que ça posait, c'était une différence entre le display dans Hiero et dans Nuke, même si c'est le même binaire. La même solution logicielle, le même éditeur plutôt. Hiero utilise le chemin GPU et Nuke le chemin CPU pour être pixel accurate. Et donc, ça peut provoquer du support parce qu'on a une différence et on a du mal à l'expliquer. Et en fait, c'est ce que vient d'expliquer Cédric, c'est uniquement un problème au sein du corps OCIO. Mais maintenant, dans V2, c'est réglé. Donc, c'est une super nouvelle. Et Hervé, c'est pareil. Hervé utilise le chemin GPU. Et typiquement, le résultat qu'on pouvait observer, c'était un bending sur certains dégradés et certaines primaires qui étaient shiftées en fait. Donc ça, c'est une super nouvelle. Alors, il y a des questions rapport au DaVinci. Il y en a deux. Il y a Régis qui demande: faut-il éviter l'utilisation du DaVinci White Gamut Space qui est apparu avec la V17? Et il y a Dorian qui demande: quel workflow vous préconisez entre Nuke et DaVinci avec du rush et du rendu 3D complet dans Nuke? Alors, le White Gamut qu'ils ont mis, c'est surtout un espace de travail qu'ils ont optimisé pour pouvoir être sûr qu'ils traitaient correctement en interne tous les formats de caméra, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique justement de remapping. Parce qu'une chose qu'on n'a pas touché, parce que là, pour le coup, c'est complexe, c'est que même si ACES prend, enfin les AP0, les premières AP0 prennent l'ensemble du spectre visible, potentiellement, il peut y avoir, à cause des formats de transport de certains gamut de caméra, type Sony S-Gamut ou des choses comme ça, il peut y avoir des choses qui ne sont pas alignées par rapport à son, donc potentiellement des valeurs qui sortent de là, qui sortent de l'ACES, même si ce n'est pas des couleurs visibles, mais ce sont des couleurs fausses, et qui potentiellement mettent le bazar si ce n'est pas géré correctement. Donc, c'est un peu pour traiter tous ces trucs-là, pour que tout se retrouve, pour être sûr qu'il n'y ait pas de valeur négative et des choses comme ça, que DaVinci a sorti son White Gamut, et pour que ces outils fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'ils aient justement évité d'avoir des surprises. Ça n'empêche pas de travailler en ACES, parce que derrière ACES, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est surtout une boîte à outils. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un espace de travail, et qu'on peut très bien... Alors là, je ramène une vidéo que j'ai faite il y a 7-8 ans, sur utiliser, je pourrais la retrouver, la mettre en référence, sur utiliser ACES comme un espace de connexion
c'est-à-dire de prendre des sources et uniquement utiliser les outils ACES, parce que ça qui est super, c'est que les outils sont standards. Mais par contre, à l'époque, dans ACES, on n'avait pas encore d'ACES CC ou CCT, c'était encore, ça devait dater vers la 0.3 ou 0.7. Et donc, du coup, les étalonneurs travaillaient direct en linéaire, ça n'a absolument aucun sens. Mais par contre, on pouvait utiliser toute la logique d'utiliser les IDT pour ensuite en faire donc, ce qui à l'époque était, comme il n'y avait pas d'ACCC, j'avais fait un truc à peu près équivalent en utilisant de tête, c'était de l'Adobe RGB ou des choses comme ça, avec une courbe Cinéon. Faire un super étalonnage qui marchait bien avec la RRT qui fonctionne, parce qu'elle aussi, on a fait son travail. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un environnement qui utilise les outils du RRT, les outils de l'ACES, le rendu de la RRT, mais un espace de travail configuré pour que ces outils fonctionnent bien. Donc ça, après, ils l'ont intégré directement dans les versions, parce qu'en fait, je n'étais pas le seul à bidouiller comme ça, on était plusieurs. Et donc, il y a un moment, on va dire que les bonnes pratiques se sont généralisées et se sont standardisées, ce qui est aussi important, parce que, par exemple, pour faire fonctionner des outils comme la CDL, il faut s'assurer que l'espace de travail soit cohérent. Parce que sinon, si je dis que je fais un petit peu de gamma ou un petit peu de lift, si je le fais dans un espace de travail différent, ça ne va pas du tout donner le même résultat. Or, le but de la CDL, qui peut être intégrée justement dans une LMT si on étalonne des plates, ou qui peut être utilisé dans un workflow d'ELISE, pour ça, il faut qu'il y ait une forme de cohérence. Donc, tout ça, c'est des outils. Donc après, on peut faire ces conversions. C'est ce que fait par exemple ColorFront, ou ce que fait Baselight, ou ce qu'on peut faire aussi avec un DaVinci, c'est-à-dire faire les conversions et travailler, entrer de l'ACES, sortir de l'ACES, mais après avoir son petit espace à soi au milieu pour être confort et travailler comme on a envie, comme on aime. Et donc le pipeline préconisé, Nuke, DaVinci. Alors c'est toujours l'étalonnage, c'est où est-ce que tu mets l'étalonnage, à quel moment tu setup ton look aussi, même si ce n'est pas directement la question. C'est toujours... Ah oui, ça c'est une question de philosophie de sup, je dirais, plutôt qu'autre chose. Il y en a, c'est aussi pour ça que je disais que le workflow LMT il peut être assez intéressant, parce qu'il permet de trimballer les plates avec le look à côté, plutôt que de faire un bake potentiellement destructeur. Donc voilà, mais ce n'est pas du tout une problématique d'ACES, c'est vraiment une problématique de... Alors, si, il y a quand même une problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une limitation quand même, c'est que le fait que l'LMT, c'est absolument pas implémenté. C'est-à-dire que si on veut faire un look, ça va sortir par... On va se faire une lutte, l'LMT sera une lutte, qu'ensuite on va trimballer à côté. On ne sait pas encore aujourd'hui, de manière pratique, les logiciels aujourd'hui ne sortent pas une LMT. Ils ne savent pas, par exemple, faire un truc propre, mais même à l'époque, même du bon vieux temps de la CDL, je sais que la première implémentation de la CDL dans un outil, c'est moi qui l'ai faite dans un plugin Lustre, et ça remonte à loin. Les implèmes, il y a des trucs dans les implèmes qui ne rentrent pas, soit parce que les gens ne comprennent pas à quoi ça sert, soit parce que c'est un peu trop compliqué. La CDL, c'était vraiment un super concept, mais ça a mis beaucoup de temps à rentrer parce que finalement, ça ne rentrait pas dans les usages. Donc la question, c'est vraiment les usages par rapport à cette question de workflow. Si les gens ont l'habitude de travailler d'une certaine façon, même s'il y a une façon qui techniquement pourrait apporter quelque chose, ils ne veulent pas changer leurs habitudes. On est tous comme ça, on est vieux. Non, mais on sait que ça marche et pourquoi, oui, voilà. Justement, c'était ce que j'avais mis, mais que diable allait-il donc faire dans cette galère? C'est pourquoi changer alors qu'on a déjà du mal à sortir dans un pipeline qu'on connaît, de rentrer ça et de sortir les choses plus ou moins péniblement. Pourquoi essayer de tout changer et mettre en péril une livraison? Mais ça vaut le coup. Alors, je ne sais pas, on peut continuer également. Il est quelle heure? 9h10, on peut continuer un petit peu. Mais sinon, justement, on avait prévu la semaine prochaine pour avoir un débat ouvert. Enfin, là, on va continuer encore un petit peu. Quels sont les problèmes de calibration que vous recensez? Est-ce un problème de calibration ou de qualité de moniteur, ou plutôt de conformité technologique de moniteur? Les moniteurs.
Alors, je peux répondre rapidement, mais ce sera intéressant aussi d'avoir les retours d'Harry et d'Alexis sur les problématiques de prod. Moi, j'ai fait beaucoup de calibration et bon, déjà, il y a des notions importantes. C'est par exemple pour faire une calibration HDR, aujourd'hui, il n'y a pas de moniteur de référence. Même ce qu'on utilise tout. En fait, le principe de Sony, c'est de toujours sortir sur une technologie le premier moniteur à peu près correct, même s'il n'est pas bon, même s'il ne matche absolument pas. C'était déjà le cas avec les moniteurs CRT, hein, c'est-à-dire que les moniteurs de référence Sony n'étaient pas RX 709, mais n'empêche que la référence, c'était le moniteur Sony, quoi. Bon, bah, ils ont fait exactement la même en HDR, c'est-à-dire qu'ils ont fait le X300, qui la PQ, elle traque comme elle peut, enfin voilà, mais c'est pas grave, comme c'est un Sony, tout le monde l'achète, et donc le seul moyen d'avoir la bonne image, c'est d'avoir un Sony comme tous les autres. Donc ça, c'est par rapport à la question justement de conformité technologique. Parfois, il y a des choses qui sont impossibles, il y a des choses qui sont chères, trop chères pour qu'on puisse le faire, hein, faire des écrans P3 qui ne posent pas de problème de contraste et d'angle de vision, ça coûte vraiment une blinde. Donc, on fait des compromis. On ne peut pas non plus, quand on a un plateau avec 150 graphistes, qu'il en faut 2 par tête, ça fait beaucoup d'écrans. Donc, ça pose aussi des questions économiques. Bon, donc voilà, on fait des compromis. Et après, par contre, ce qui est surtout très important de savoir, ce qui est très triste, c'est de voir de beaux écrans pas calibrés. Ça, moi, ça me fait toujours de la peine de voir des gens qui sortent des beaux ISO, des trucs comme ça, et puis le machin, ils sortent. Puis il y a un autre aspect qui est encore largement aussi important que la calibration avec le pipe cooler, c'est l'environnement. C'est-à-dire que mettre un ISO à 4000 boules à côté d'une fenêtre, autant le jeter par la fenêtre. C'est complètement con. Donc, voilà, les casquettes, les trucs comme ça, un peu de minimum d'hygiène colorimétrique, c'est comme pour se laver les dents, quoi. C'est important. Pour rebondir aussi, en termes d'exploitation, certains problèmes qu'on a vécu, c'est que les ODT conçus par ici sont en target display de 4, gamma de 4, parce que c'est le standard qui est long terme, qui est prévu notamment sur les nouveaux systèmes de broadcast. Et là, l'idée, c'est qu'on a un problème avec tout ce qui est moniteur, par exemple, calibré en gamma de 2. On a un shift, en fait, et on peut se retrouver avec des images un peu plus enterrées que ce qui devrait l'être. Et malheureusement, la config OCIO native ne fournit pas de RRT ODT pour du gamma de 2. Donc, il faut rentrer un petit peu sous le capot et fabriquer ses propres luttes en bidouillant un petit peu, en faisant des conversions de gamma de 4 vers gamma de 2. Ou alors, il est possible aussi de modifier la définition des CTL, donc la définition des transformations, pour changer le gamma de 4 en 2.2 et de se fabriquer ses propres luttes. Mais ça, c'est vraiment un des gros problèmes qu'on a eu avec le gamma de 4 versus gamma de 2 sur un parc en plus hétérogène pour certains. Ouais, j'ai juste ajouté un autre truc, je me suis fait avoir il n'y a pas si longtemps. Si on utilise moi j'ai une NVIDIA, elle aussi peut aussi changer le gamma en fait. C'est-à-dire que en fait il y a toujours 2 modes dans les NVIDIA, c'est-à-dire qu'on peut ce qu'ils appellent full range et limited, selon ce qu'on branche, si on branche en HDMI ou en DisplayPort, eh bien le truc peut s'adapter, essaie de s'adapter. Si on a un HDMI, il pense qu'on va mettre sur une télé, donc il peut penser que le gamma, c'est pas le même. Donc il faut faire gaffe à ça aussi. Ah, ça, c'est un vrai sujet, pour le coup, le full range, vidéo range. Je tiens à remercier personnellement celui qui a inventé ça parce qu'il m'a permis d'assurer un gros paquet de business. Et en plus, là, on peut remercier, c'est qu'ils ont refait la même en HDR, ce qui est absolument magique, puisque ça n'a absolument aucune raison d'être. Mais c'était juste pour préserver de l'argent et du business pour ceux qui font de la calibration et pour ceux qui font du color science. Donc, qu'ils soient publiquement remerciés, ce serait. Moi, j'en ai profité pour arroser le chat de liens et de choses pour continuer. Voilà, si des gens veulent suivre un petit peu ce qui se passe au niveau de la VIS,
Il y avait une question au moment de savoir si cette vidéo avait été recordée et si elle sera visible. On a une chaîne YouTube de la VIS French, France section. Donc voilà, je n'ai pas le lien sous la main, mais voilà, c'est facilement accessible. On va refaire donc une session la semaine prochaine. On enverra un e-blast de communication. Mais sinon, si vous voulez vous inscrire, je le mets là. Voilà. Et ben, je pense qu'on est plus ou moins arrivé à la fin. Donc, c'est quand même super. On a réussi à réunir jusqu'à 70 personnes sur un sujet qui est quand même très technique, hein. Donc, c'est la preuve qu'il y a des vraies questions qui se posent autour de l'ICIS. Donc, ça, c'est plutôt bien qu'on soit là pour y répondre. Donc, comme je disais, cette vidéo sera accessible sur notre site VIS France. N'hésitez pas à nous suivre. Et sur le Discord qu'on a, qui est hébergé sur le serveur de Keep Calm and VFX. J'ai mis aussi l'email si vous êtes intéressé pour la VIS pour devenir membre. La prochaine session, c'est en septembre. Et si tout va bien, si on a de la chance, on va en profiter de cette date de septembre pour faire un gros barbecue. Finger cross. Donc, je voudrais remercier vraiment beaucoup Cédric, Alexis, Harry. On a passé quelques soirées à mettre ça en place, hein. C'était super. Au début, le premier meeting, il y a eu beaucoup de discussions qui partaient dans tous les sens. Et petit à petit, on a réussi à structurer ça dans des slides et avoir une avancée logique. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera un débat ouvert. Ça ne sera pas un webinaire, ça sera un Zoom. Donc, vous pourrez tourner on les micros, vous pourrez hurler, dire « je ne vois pas l'intérêt » ou « si, super », nous parler de vos expériences. Et ça serait super cool. Bon, ben voilà, je vous remercie à tous. Je ne sais pas, on est tout bon, je crois. Juste, 9h15. Ouais. Franck, si tu veux, pour le record de fin, afficher les ressources. On a mis quelques ressources. Tout ça pour que tu montres qu'à chaque fois que j'ai voulu partager un écran, ça a changé. Merci Alexis. Tiens, vas-y, partage le tien d'écran, d'être sûr. Ouais, tout de suite. Tac, tac, tac. Sinon, je l'ai là. Mais, bon, hop, c'est bon. Enfin, c'est pour ça. Il faut toujours avoir un Alexis avec soi. C'est pratique. Bon, eh ben, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.